le gras saturé? Est-il ce démon? Est-il ce danger qu'il faut absolument éliminer? On parle des bonnes graisses, des mauvaises graisses, si on les jette toutes. Quelles sont vraiment les pires graisses pour votre santé? On vous parle du gras saturé, on vous parle parfois des acides gras dits trans. Qu'en est-il? Savez-vous par exemple que parmi tous les gras saturés, il n'en existe en fait que deux acides gras qui sont réellement inflammatoires, alors que tous les autres peuvent tout à fait remplacer les sources d'énergie autres comme les glucides et les protéines sans générer d'inflammation supplémentaire ou de risque de surpoids? Des informations aussi intéressantes, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Je suis Jean-Marie Defossé, fondateur de la méthode Coach Respiration, physiologiste, et je vous propose d'en savoir plus à travers mon site. Vous trouverez le mini-guide gratuit, des informations de base pour prendre soin de soi au quotidien, les recettes non inflammatoires et le blog santé dans lequel je publie les synthèses des vidéos, donc si vous voulez le résumer, c'est là que vous le trouvez, et les références des articles lorsque j'en utilise. C'est parti. Les acides gras saturés, ils ont mauvaise presse parce qu'ils ont été associés à des risques cardiovasculaires. Mais on a mis tout le monde dans le même panier, or c'est une erreur. Voici la liste des acides gras les plus courants. Vous avez là la majeure partie des aliments que vous consommez qui contiennent des acides gras saturés, c'est cela. Tous, sauf deux, tous sont neutres pour votre santé. C'est OK, pas de problème. Si vous remplacez des glucides, des protéines par ce type de gras et que vous ne dépassez pas les apports énergétiques de tous les jours, donc que vous n'êtes pas en surcharge, en suralimentation, vous n'aurez aucun problème. Par contre, même si vous en prenez peu, ces deux-là, l'acide palmitique et l'acide myristique, ceux-là, ils vont vous causer des problèmes de santé. C'est ce que je vous propose de voir, acide palmitique, acide myristique. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Comment les éviter? Avec quels aliments éliminer? Avec quels aliments privilégier? L'acide palmitique, écoutez, c'est facile, on entend huile de palme. Mais c'est facile, mais c'est un peu trompeur, on va le voir, parce qu'il n'y a pas que dans l'huile de palme qu'on trouve de l'acide palmitique. Ce serait trop simple. Avec les lipides, c'est toujours quelque chose à s'arracher un peu les cheveux. Bon, bien sûr, dans les exploitations de l'huile de palme, on récolte des sortes de dattes qui sont immangeables pour les humains, mais qui peuvent servir d'extraire un corps gras. Et ce corps gras va contenir deux fractions de lipides, on va en parler, une liquide, une solide, et la solide, bien, ça donne la fameuse, en majorité, de l'acide palmitique. Qui est responsable, et ça est démontré par les études et confirmé sans cesse, d'inflammation chronique? Plus vous êtes inflammé au niveau global, systémique, et plus vous êtes fragile face aux maladies chroniques. Donc c'est extrêmement gênant. C'est le problème cardiaque, on en parle en dessous, mais c'est aussi le problème de diabète, on en parle aussi en dessous. C'est tous les problèmes que vous allez avoir liés au vieillissement de votre corps, comme l'ostéoporose, comme les problèmes liés à la perte de capacité cérébrale. D'ailleurs, cet acide palmitique est suspecté de créer une inflammation spécifique qui va favoriser, aggraver le risque de maladies type Alzheimer. Et en plus, c'est prouvé, l'acide palmitique induit des dysbioses intestinales, donc ça dérègle votre flore intestinale dans un sens inflammatoire. Bon, bref, c'est pas votre copain. Ce sera jamais le copain du corps humain. Le tout, c'est après la nuance dans la quantité. Parce que de l'acide palmitique, il y en a presque dans tous les corps gras. Il y en a dans le beurre, il y en a dans le lait, il y en a dans le fromage. Alors, dire que tout est mauvais dès qu'il y a de l'acide palmitique, c'est faux. La question sera, quelle quantité d'acide palmitique puis-je consommer chaque jour pour ne pas me faire de mal? Voyons d'abord les sources. Les sources d'acide palmitique, voici un tableau très synthétique. C'est l'huile de palme, la graisse de bœuf, 25 à 32% de la graisse de bœuf, c'est pas de l'huile de palme, c'est de l'acide palmitique. Le beurre, regardez, quasi 30%. Les fromages gras. Et puis, les produits transformés, là, ça va être très variable, on va y revenir. Les huiles végétales, il faut savoir que même dans l'huile d'olive, qui est vénérée comme la meilleure huile possible, et c'est vrai, eh bien, il peut avoir jusqu'à 20% d'huile d'acide palmitique. Donc, de l'équivalent de ce qu'il y a dans l'huile de palme. Et qui est inflammatoire. Et tout dans les lipides va être une question de balance.
il y a dans l'huile d'olive extrêmement d'acide oléique, des polyphénols, tout ça est très bénéfique et ça va compenser largement la présence d'acide palmitique également dans cette huile. Donc, ne vous débarrassez pas d'huile d'olive en vous disant « Ah, Jean-Marie, il nous a dit qu'il y avait de l'acide palmitique dedans, que c'était comme l'huile de palme et qu'il ne fallait rien manger. » Non, on va regarder quelles sources sont vraiment les plus abondantes et celles-là, les limiter. Une source majeure va être tous les aliments qui ont été préparés avec de l'huile de palme. C'est la majorité des produits ultra transformés où se glisse de l'acide palmitique, potentiellement donc très inflammatoire, dans vos aliments. Alors combien peut-on en manger pour rester dans les clous, pour faire en sorte que le corps ne soit pas en surcharge d'aliments qui sont pro-inflammatoires? Les spécialistes tapent sur le fait que jusqu'à 20 grammes de graisse saturée par jour, il n'y a pas de problème. Si vous essayez même de descendre en dessous, c'est pas facile parce que 20 grammes, c'est pas beaucoup, vous ne tirerez pas de bénéfices de santé. Ça ne sert à rien. Vous allez vous compliquer la vie pour rien du tout. Jusqu'à 20 grammes, vous avez le droit, c'est vacances. Sauf que, pourquoi c'est comme ça? Ils vont considérer que la moitié de ces 20 grammes d'acide gras saturé, eh bien, c'est de l'acide palmitique. Et donc l'idée, le fil rouge quelque part, c'est 10 grammes par jour. Essayez de ne pas consommer plus de 10 grammes par jour d'acide palmitique. Pas grave si un jour vous en consommez plus, compensez le lendemain. Et on va essayer de se concentrer sur cet objectif. Comment réduire à 10 grammes par jour, de manière à ce que je puisse manger aussi des corps gras, parce que c'est une source d'énergie très intéressante pour le corps. Elle est bien moins source de stress oxydatif que les glucides. C'est très intéressant. C'est une source d'énergie lente, très intéressant pour le corps. La clé, c'est de ne pas en consommer trop. Toujours comme ça, le gras par lui-même n'est pas mauvais, à part les deux acides gras dont je vous ai parlé qui sont inflammatoires. Et les matières grasses ne sont pas mauvaises, c'est toujours l'abus qui mène à une suralimentation, trop d'énergie fournie au corps qui pose problème. Mais dans ce cadre-là d'une alimentation où on n'exagère pas en quantité de nourriture, comment atteindre ces 10 grammes d'acide palmitique par jour? Voici, je vous donne une liste, une sorte de tableau. Regardez, dès que vous mangez 3 croissants, 2 steaks, 4 cuisses de poulet, 3 barres de Snickers, 2 barres de 4 quarts ou 120 grammes de noix de Brésil ou de macadamia, vous avez 10 grammes dépassés d'acide palmitique. Alors que faire? Bon, d'abord, vous allez me dire, mais moi, je ne mange pas par jour 3 croissants, 2 steaks, 4 cuisses de poulet. Non, mais vous mangez un petit peu de chaque. Il fait qu'au final, vous avez vite fait le tour. Rajoutez à cela un petit peu l'acide palmitique qu'il y a quand même dans l'huile d'olive que vous mettrez à côté. Rajoutez à ça d'autres aliments, un petit biscuit, des choses qui sont cachées, une petite terrine que vous allez manger et vous allez dépasser ces fameux 10 grammes. Alors que faire? Eh bien, ça va être l'idée de remplacer. Avec quel bénéfice? Eh bien, cet article de Science, qui est tout récent, eh bien, il est arrivé à la conclusion très intéressante que dès que vous allez réduire de 1% la quantité d'acide gras saturé, et très précisément, en fait, c'est de réduire la quantité d'acide palmitique de votre alimentation. Dès que vous réduisez de 1%, ce qui est rien du tout, eh bien, vous gagnez immédiatement, vous gagnez 12% de réduction de risque de maladies cardiovasculaires, coronariennes. Donc, c'est le problème lié, par exemple, les infarctus, les artères qui se bouchent. Extrêmement intéressant, parce qu'imaginez que vous réduisez 10%, vous gagnez 120%. Vous réduisez de moitié votre risque de décès par une maladie du cœur. Alors, par quoi remplacer ces acides gras saturés, particulièrement contenant de l'acide palmitique? Eh bien, soit par des oméga 6, et ça rejoint ma vidéo précédente sur quelle est la pire des huiles. Je vous disais finalement les oméga 6, ils sont bénéfiques, à condition que ce soit en remplacement d'acides gras saturés, et là ici je précise, contenant de l'acide palmitique. Vous pouvez aussi remplacer cette source d'énergie sous forme d'acide gras par des protéines végétales qui ne vont pas contenir d'acide palmitique. Concrètement, l'idée c'est de favoriser la cuisson et les préparations contenant non plus du gras, mais de l'huile d'olive.
éventuellement également de l'huile de colza et de façon indispensable des graines de lin pour amener des oméga 3 courte chaîne. Ça ne suffit pas. Voyez mon autre vidéo sur les huiles pour avoir le détail des oméga 3. Mais attention, l'huile de colza et graines de lin, ça ne se chauffe pas. D'accord? C'est très important. L'huile d'olive, est-ce qu'on peut la chauffer? Oui, mais vous perdez les bienfaits de l'huile d'olive. Ça ne se transforme pas en mauvaise huile d'olive. Ça ne se transforme pas en acide gras peroxydé qui va vous nuire. Et vous perdez les polyphénols qui sont particulièrement importants sur les effets pro-santé de l'huile d'olive. Donc, ce que vous devez faire, soit vous cuisez à l'étouffée et vous rajoutez l'huile d'olive après, et toutes vos huiles d'ailleurs, ou alors, vous voulez vraiment que ça roussisse un petit peu, que ce soit un tout petit peu grillé, voilà, gentil. Moi, je vous déconseille de trop manger grillé, cramé, parce que c'est inflammatoire. Mais si c'est votre plaisir de temps en temps, alors vous mettez un filet d'huile d'olive, il va chauffer, elle va s'abîmer, vous allez perdre les bienfaits, et ce que vous faites, c'est que vous rajoutez ensuite de l'huile d'olive crue. Vous allez me dire, ça fait 2 fois plus de gras. Oui, mais vous avez droit à du gras. Vous avez droit à ce que une partie de votre énergie provienne de corps gras. C'est très bien, c'est plus sain que tout vienne, par exemple, de glucides. Alors, quel corps gras utiliser en général et au moment de la cuisson? Je vous vois venir, vous allez me dire, mais il y a l'huile de coco. Alors certainement, soit vous êtes convaincu que c'est pas bon, soit vous êtes convaincu que c'est formidable. Je vais vous donner mon avis et puis vous ferez avec. J'ai personnellement été pour l'huile de coco parce que j'avais lu qu'il y avait dedans des chaînes moyennes et même des chaînes courtes. Et les acides gras chaînes moyennes et chaînes courtes, surtout les chaînes courtes, sont particulièrement intéressants parce qu'ils passent directement dans le sang, ils n'ont pas besoin d'être traités par les cellules de l'intestin. C'est très intéressant. Ça donne une forme d'énergie particulière pour le corps, ça va très vite déboucher vers les corps cétoniques, donc ça peut être intéressant dans des régimes type cétogène, ça c'est encore autre chose. Dans la vie de tous les jours, quand vous avez un coup de barre, un manque d'énergie, plutôt que de manger du sucre, consommer des acides gras courte chaîne, chaîne moyenne, c'est intéressant. C'est bien moins stress oxydant. Ok, j'en ai fait la promotion, j'en ai qu'utilisé beaucoup. Parfois, je n'ai pu utiliser ça comme corps gras plutôt que du beurre et tout ça. Et mon foie, il n'a pas aimé. Alors quand mon corps réagit comme ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai un peu cherché. Alors, des chaînes courtes pour des acides gras, c'est 4 à 6 carbone, et chaînes moyennes, c'est 7 à 12. Regardons de quoi est fait l'huile de coco. Et on voit que si on regarde le nombre de carbone, ça commence à 8, ça va à 12. Il n'y a pas de courte chaîne. Il y a encore des endroits sur Internet, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, on vous dit que l'huile de coco est bénéfique parce qu'il y a des acides gras courte chaîne. Bon, ça, fuyez, parce que c'est une information qui est inexacte. Ensuite, on a bien des courtes chaînes, pardon, des chaînes moyennes. Bon, la C12, l'acide laurique, c'est un peu limite, elle est un peu entre les deux, mais ça le fait, effectivement. Ça va se comporter comme je vous disais, les acides gras passent directement dans le sang. Bon, on a besoin de ça dans quel cas? Bon, les gens qui commencent à avoir Alzheimer, qui est une sorte de résistance insulinique au niveau du cerveau, ça les sauve, parce que ça permet au cerveau de fonctionner avec une autre source d'énergie que le glucose. Dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de ça, quoi. C'est intéressant pour des situations particulières, lors d'un jeûne, si vous voulez amener quelque chose qui n'est pas glucidique dans votre corps, mais sinon, pas très intéressant en soi, si ce n'est la stabilité de tous ces acides gras qui ne va pas s'oxyder, donc résiste très fort à la chaleur. Vous pourrez me dire, ok, dans ce cas-là, je cuisine à l'huile de coco, sauf que, et ça on ne vous le dit pas, moi je n'entends pas dire, à côté des chaînes moyennes, qu'est-ce qu'on retrouve? L'acide palmitique et l'acide myristique, qui sont les deux acides gras dont il est démontré qu'ils sont particulièrement inflammatoires. Et au total, on a 18% et 9%, on a surtout 18% d'acide myristique, et c'est vraiment de tous les acides gras, enfin des deux acides gras inflammatoires, les autres ne le sont pas, l'acide gras qui est particulièrement vilain avec nous. On pourrait s'en passer, ce serait pas mal, mais c'est pas facile. Il augmente le mauvais cholestérol. Bon, il y a tout un débat autour de cette histoire, mais c'est pas génial d'en avoir plein. Il favorise, il aggrave le risque de graisse hépatique, la maladie du foie surchargé, là.
il crée vraiment des conditions pro-inflammatoires, y compris au niveau du cerveau, avec une fragilisation suspectée pour Alzheimer et compagnie. Donc, où est-ce qu'on trouve ce fameux acide gras? Vous allez me dire, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, écoutez, le voilà, il est dans l'huile de coco, il est dans l'huile de palmiste, dans le beurre, 11%, c'est quand même pas mal. Et puis ça décroît dans les fromages, puis les laits, les crèmes, les œufs, ça devient complètement négligeable. Donc on a bien une ventilation comme ça dans des aliments qu'on peut consommer au quotidien sans le savoir. Est-ce que c'est grave? Non, parce que tous ces aliments contiennent autre chose qui peut être potentiellement bénéfique. OK. Par contre, il ne s'agit vraiment pas d'abuser. Et c'est le cas pour l'huile de coco. Vous avez droit à une cuillère à café par jour, à dôme par jour, mais n'en prenez pas plus. Parce que ça va surcharger certaines voies métaboliques qui ne sont pas faites pour fonctionner. Elles ne sont pas faites pour que votre corps n'ait que ça comme source d'énergie au niveau du gras, ou que source d'énergie tout court. Donc, concrètement, on a l'acide palmitique, on a l'acide myristique, mais quel aliment éliminer? Aucun. C'est rarissime les aliments qu'il faut éliminer. Parce que très souvent, il y a du bon et du moins bon dans le même aliment. Lesquels il faut limiter et garder une surveillance dessus? Eh bien, j'ai fait un tableau qui donne la quantité d'acide gras palmitique plus myristique de différents aliments. Donc ce sera les aliments qui contiennent des gras saturés et qui contiennent dans ce gras saturé les plus de ces deux seuls gras saturés qui sont nocifs en excès, au-delà des 10 grammes. Il s'agit de l'huile de coco, en fait. Le premier, l'un des aliments les plus riches en ces deux acides gras pro-inflammatoires, c'est l'huile de coco et ça rejoint bien l'effet que moi j'ai ressenti au niveau de mon corps. Mon conseil, n'abusez pas de ce truc-là. C'est tout. Ne le jetez pas à la poubelle, c'est chouette. Moi, je l'utilise encore dans des crèmes j'achète de la crème de coco, qui est la base de départ pour faire mes laits végétaux, lorsque je veux faire du riz au lait ou une préparation autre. Et là, je me retrouve de nouveau avec du gras de coco. Mais sinon, je n'en consomme plus. Ensuite, on a le beurre, donc n'en abusez pas, parce qu'il est bien riche. Les fromages à pâte dure, le chocolat au lait, qui n'a pas l'air d'être quelque chose de bon, parce qu'en plus, vous rajoutez la quantité de sucre qu'il y a derrière, et franchement, c'est un aliment un peu particulier. Les chips à l'huile de palme, donc là, sur ce coup-là, préférez les chips à l'huile de tournesol si vous êtes pour consommer des chips. Le lard, le saindoux, les pâtes à tartiner, où il peut s'en cacher pas mal. Voici donc une liste d'aliments que je vous invite à surveiller. Et lesquels préférer? J'ai fait l'inverse. Parmi les aliments riches en acides gras, quels sont ceux qui sont les plus pauvres en acides palmitiques et myristiques? Les voilà. Regardez. Les pires d'abord, c'est les graisses animales. Graisse de bœuf, graisse de, graisse de lait, je veux dire le beurre, et la graisse de porc. Vous avez vu, 64% de la graisse de porc est constituée d'acides palmitiques et myristiques. Ce n'était pas dans l'autre tableau, mais on aurait pu l'y mettre pour ça. Ensuite, on a des choses qui sont plus relaxes. C'est ce qui est le gras qui va entourer les poissons. Lorsqu'on a fait une préparation, on n'est plus qu'à 30%. C'est 2 fois moins. Et si on va vers les graisses de volaille, on réduit encore presque d'un facteur 3 cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous mangez une saucisse de porc, ça n'a pas du tout le même impact sur votre niveau d'inflammation que quand vous mangez une saucisse de volaille. Après, à voir comment sont faites ces saucisses. Aujourd'hui, je vois qu'il y a du dextrose dans les saucisses de porc. C'est une forme de sucre. On se demande vraiment ce que ça fout là-dedans. Dans les saucisses de volaille, parfois, il y a de la volaille, mais on vous rajoute des chapelures, une liste d'additifs, c'est à tomber par terre. Donc attention. Mais si c'était vraiment des choses, je veux dire, artisanales bien faites, sur le point inflammatoire, c'est drôlement plus intéressant et malin de manger une saucisse de volaille qu'une saucisse de porc. Ça n'empêche que de temps en temps, si vous avez envie de manger une saucisse de porc, vous la mangez. Et sachez que le bilan au niveau inflammation ne sera pas le même. C'est très intéressant comme info. Ensuite, je vais vous parler des acides gras trans, qui pendant des années ont été désignés, avec raison, comme une source d'acides gras extrêmement inflammatoire.
Et je les mets ici dans les graisses parce que ces acides gras trans étaient en fait des huiles qui devenaient des huiles figées de par ce mécanisme industriel de transification. Petite parenthèse importante, il existe des acides gras trans naturels qui ne posent pas de problème pour le corps. Ici, je vais vous parler, je ne précise que maintenant, des acides gras trans artificiels. On prend de l'huile, on fait passer de l'hydrogène dedans et ça fait des huiles partiellement hydrogénées. Et ça, c'est toxique. C'est pas toxique, c'est extrêmement toxique. Et mes recommandations, depuis le début, c'est qu'il y ait une consommation de 0 g d'acide gras trans artificiel par jour. Mais mes livres datent de quelques années maintenant et depuis 2021, une réglementation européenne dit qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 grammes d'acide gras trans par 100 grammes de matière grasse. Ce qui fait que en France, en Europe, vous n'êtes quasiment plus exposé à ces acides gras qui ont été responsables de la mort par accident cardiovasculaire de millions de personnes à travers le monde. Alors, ils sont remplacés par quoi? C'est ça qui est intéressant aussi de se poser comme question, parce que, ok, les industriels n'utilisent plus des huiles partiellement hydrogénées, soit ils font des huiles totalement hydrogénées, mais surtout, ils utilisent aujourd'hui, pour les remplacer, de l'huile fractionnée. Alors, vous avez peut-être jamais entendu parler de cette expression, je n'en avais pas entendu parler non plus, ça n'a rien de chinois, regardez, c'est tout simple, c'est de l'huile de palme, c'est vraiment ce qui est extrait du fruit, du palmier à huile, et on fait subir un traitement, ça peut être juste un léger chauffage qui fait qu'il va y avoir 2 fractions qui vont apparaître. On chauffe pour homogénéiser, puis on refroidit, et ça donne d'un côté de l'acide oléique qui est liquide, c'est l'acide gras majoritaire de l'huile d'olive, et derrière, enfin en dessous, figé, va se former une masse blanche qui est la stéarine de palme. Et ça, même si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est ce que vous mangez tout le temps dès que vous consommez des aliments industriels où il n'est pas mis sans huile de palme. Vous mangez la stéarine de palme, une fraction de l'huile de palme. C'est quoi cette stéarine de palme? On revient au point de départ, vous vous en doutez un peu, c'est surtout de l'acide palmitique. Ah oui, mais bon, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas en consommer plus de 10 grammes par jour. Donc, où se trouve l'huile fractionnée? Dans ce qu'on mange. Comment repérer cette huile sur les étiquettes? Eh bien, soit il est mis stéarine de palme, c'est rare, je lis beaucoup les étiquettes, j'ai très rarement vu ça. Je ne sais pas si j'ai seulement vu une fois. Parce que la législation n'oblige pas de mettre stéarine de palme. Parfois, on fait comme ça des cadeaux aux gens qui nous font manger des choses formidables. C'est génial. Je ne sais pas pourquoi. Ça pourrait être simple, quoi. Tu utilises quelque chose qui vient d'huile de palme, tu mets huile de palme, point. Mais non, tu peux mettre huile de palme, ok, mais les industriels savent bien qu'il y a des gens qui vont rejeter le produit à cause de ça. Tu peux aussi mettre juste graisse végétale, entre parenthèses, palme. C'est un peu plus discret. Ou alors, huile végétale. Et tu mets une parenthèse, palme, colza, tournesol. Et là, tu ne sais pas la proportion que c'est, quoi. Parce qu'en fait, tu mets colza, donc tu mets 1% de colza, tu peux mettre colza, et 99% de palme, tu mets palme. Les gens se disent, oh, il y a de l'huile de colza, c'est bien. Imaginez bien comme ça coûte beaucoup plus cher l'huile de colza que l'huile de palme, que la majorité, c'est de l'huile de palme. Là, dans tout ça, vous avez de la stérine de palme, qui est quasi à 100% de l'acide palmitique, et qui est les fameux aliments industriels dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous apportent quantité d'acide palmitique chaque jour si vous n'y faites pas attention. Alors, je vais bientôt terminer cette vidéo, mais avant ça, je dois vous parler de 2 sources potentielles possibles d'acides gras trans différentes. Alors, ces 2 sources, c'est le fait que vous cuisez vous-même à haute température ou qu'il y a eu un procédé industriel à haute température avec répétition de bains de friture. J'ai mené mon enquête parce que je sais qu'à partir d'une certaine température, et j'avais trouvé, j'en parlais dans un de mes livres autrefois, qu'à partir de 130 degrés, il y avait transification. En fait, de l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai trouvé des études plus récentes qui parlaient plutôt de 200 degrés, ou au-delà de 200 degrés. Ce qui fait que c'est assez rare. Et même à 200 degrés, il n'y a pas énormément d'effet avec les hautes températures. Ce qui fait que ce soit quand vous cuisinez à la maison et que vous chauffez les huiles, ou que vous consommez des aliments industriels qui ont été préparés dans des huiles chauffées à haute température, eh bien,
ça va être une source négligeable d'acides gras trans, d'après ce que j'ai pu vous lire. Bon, le petit bémol, c'est quand l'huile est utilisée de façon prolongée. Imaginons que vous vous adressez à un professionnel, un restaurateur, et le restaurateur, en fait, il a la même huile depuis une semaine. Et cette huile, elle est restée chaude pendant, en friterie, je ne sais pas, par exemple, elle est restée chaude pendant des heures, pendant plusieurs jours. Et là, dans ce cas, il y a un petit tableau ici qui vous donne les teneurs en acides gras trans dans les aliments frits. On voit que dans le cas des pommes de terre frites dans des fritures anciennes, on peut monter à 4 grammes pour 100 grammes d'acides gras trans. Donc, ça rejoint le bon sens. Hein. Évitez de manger des choses qui ont été frites dans des matières grasses qui sont très très vieilles. Faites attention. Je ne vous encourage donc pas, par exemple, à manger des chips tous les jours, parce que certes, il y aura peu d'acides gras trans. Par contre, si c'est des chips faites avec des acides gras insaturés comme l'huile de tournesol, il y aura eu inévitablement une partie de peroxydation. Et ça, c'est nocif. Donc, voici le résumé. Faites attention à l'acide palmitique. Faites attention à la liste des ingrédients qui est ici. Limitez, soyez intelligent dans le choix des matières grasses animales que vous consommez. Soyez électif, d'accord, pour choisir le meilleur pour vous, vous le méritez. Et puis, essayez de combiner au quotidien, sans angoisse, le bon choix des aliments et vos envies. Mon objectif, c'est absolument pas de vous faire peur par rapport à tel ou tel aliment. C'est absolument pas de vous faire tomber dans des régimes restrictifs. C'est pas non plus l'idée, se dire que vous allez chaque fois que vous devez manger, vous dire mon Dieu, à quel point ça va me faire du mal. C'est l'inverse. Je cherche à ce que vous puissiez choisir les aliments qui vous feront le plus de bien. Vous m'écoutez, je vous remercie de la confiance accordée. Écoutez aussi votre corps. Quand on est un petit peu attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, après certains repas, on peut avoir le cœur qui bat un peu plus vite, un peu plus fort, qui cogne un peu plus fort. Écoutez ce signal-là. Ça veut peut-être dire que vous avez mangé un peu trop, que vous avez peut-être mangé pas trop en énergie, mais des choses auxquelles votre corps réagit de façon particulièrement inflammatoire. Je donne ici des grandes lignes sur ce qui est inflammatoire, non inflammatoire, neutre. Mais il y a encore, qui s'y rajoutent, les sensibilités individuelles. Tout le monde n'a pas la même solidité les uns les autres. Donc tenez compte de ces conseils théoriques, tenez compte de votre écoute personnelle également, et surtout, soyez serein et tranquille. Cette vidéo est terminée sur le pire gras. Je vais faire les prochaines vidéos, la meilleure huile, la meilleure graisse pour votre santé. Ça reprendra beaucoup d'informations qui ont été données dans les 2 premières vidéos, mais comme ça, il y aura un synthétique par rapport à cela. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la méthode Coach Respiration.